11h sur la première. Yorana, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau week-end d'information. À la une de l'actualité de ce vendredi soir, ce 25 novembre est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Les femmes qui représentent 87% des victimes de violences conjugales. Après 22 ans de service, Jean-Marie Yantou raccroche la veste. Avaiki Tewio prend désormais les rênes du syndicat Ati Aïmoua. Pouvoir d'achat, revalorisation du SMIC sont autant de défis qu'elle devra relever. Elle nous en dit plus dans un instant. La nouvelle secrétaire générale est l'invitée de ce journal. Les commerçants comptent sur le Black Friday pour faire revenir dans les commerces les consommateurs. Ce concept désormais bien ancré dans le paysage polynésien a l'air de bien séduire, vous allez le voir. Et à la fin de cette édition, nous irons à la rencontre d'un chapelier belge qui a révolutionné le port du chapeau. Elvis Pompilio a revisité pour nous cet objet incontournable des Australes. C'est un bilan alarmant, celui des violences faites aux femmes. 963 des victimes accueillies dans les brigades de gendarmerie le sont pour des faits de violences conjugales. La Polynésie reste le territoire français le plus touché, juste derrière la Guyane. Pourtant, encore à ce jour, un seul centre, le foyer Puotehau, accueille ces femmes avec leurs enfants. Une lente et difficile reconstruction. Témoignage recueilli par Lucille Guichet-Tirao et Rowan Potour. Nous l'appellerons Samantha. Au foyer Puotehau, elle fait déjà partie des anciennes, depuis le jour où elle a décidé de stopper l'engrenage de la violence et de quitter avec son enfant le domicile conjugal. C'est un alcoolique, toujours aujourd'hui, je crois. Et bon, moi aussi, à l'époque, avant d'intégrer ici, je buvais beaucoup, je me droguais aussi. Avant mon bébé, on se bagarrait souvent. Mais après mon bébé, c'était plutôt des violences psychologiques. C'était plutôt des insultes que je n'ai pas supportées et que moi, personnellement, je l'ai agressé avec un couteau. Ce qui fait que j'ai failli aller en prison. C'était la défense, on va dire. Ouais. Continuer positif. Travailler. Ouais. Pour mon bébé. Ouais. Aujourd'hui, Samantha commence tout juste un emploi. Elle attend un logement. Au foyer Puotehau, les femmes bénéficient d'un accompagnement spécifique à condition qu'il reste de la place. La plupart d'entre elles ont réussi à trouver du travail, donc redevenir indépendantes pour pouvoir justement montrer à celui qui lui a fait mal toutes ces années que même sans lui, elle peut malgré tout mener sa vie à bien avec ses enfants qui sont justement les moteurs de vouloir changer de vie. Créée en janvier 2021, la maison de protection des familles au sein de la gendarmerie accueille et accompagne les victimes de violences intrafamiliales. Chaque année, elle recueille en moyenne plus d'1 millier de plaintes, en majorité des femmes. La honte, elle n'est pas sur la victime, elle est vraiment sur la personne qui ose faire vivre ça à la victime. Parce que bien entendu, il y a la violence qu'on peut remarquer avec les bleus, la violence physique, mais il y a tout un tas d'autres violences qui existent, dont les violences psychologiques, et celles-là, elles sont très dures. Elles sont très dures à voir, et pour la victime, elles sont très dures à assumer et à reconnaître. Les femmes représentent 87% des victimes de violences intrafamiliales. La priorité reste l'accompagnement pour les éloigner du conjoint violent, puis trouver une autonomie financière. Et pour marquer cette journée internationale, le Conseil des femmes organisait une marche blanche pour rendre hommage aux Polynésiennes, je cite, qui souffrent ou qui nous ont quittés trop tôt, mais aussi pour sensibiliser la population. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a encore du travail. Lucille Guichet-Tirao et Patita Savea étaient sur place. Oui, elles sont seulement une cinquantaine de personnes rassemblées cet après-midi à Piré, partie du foyer Puotehau qui accueille ces femmes et ces enfants victimes de violences intrafamiliales pour rejoindre le CHPF, l'hôpital du Taoné, tout un symbole là où elles sont accueillies en cas de violence grave, physique, et rejoindre ensuite la mairie de Piré. Une cinquantaine de personnes dans ce cortège, composé en grande majorité de femmes et d'enfants. Et ça en dit long sur le chemin qu'il reste à accomplir au sein de la société, puisque les femmes et les enfants restent les premières victimes de ces violences intrafamiliales. Elles sont donc une cinquantaine seulement, habillées de blanc, symbole de paix, alors que chaque année en Polynésie, plus de 800 femmes déposent plainte, victimes de violences conjugales.
Au chapitre sanitaire, l'épidémie de Covid repart à la hausse, alerte la direction de la santé. Dans son bilan hebdomadaire, elle relève une augmentation des contaminations et des hospitalisations après plusieurs semaines de reflux. Si le nombre de patients hospitalisés reste bien sûr très inférieur à de précédents pics, la progression de l'épidémie représente un risque pour un système de santé déjà sous tension. La crise sanitaire de 2020 qui a mis en évidence des enjeux sanitaires, sociaux et économiques, mais à l'image de la métropole, sa gestion a-t-elle été chaotique et la deuxième vague a-t-elle été mal anticipée? Nous le saurons grâce à la commission d'enquête que l'Assemblée de la Polynésie devra valider. Il a fallu 8 mois pour que cette doléance de Aherea Porinetia aboutisse. Nicole Sonker a dû néanmoins faire appel au règlement intérieur pour inscrire cette proposition de délibération à l'agenda, volontairement retardée par l'institution. Selon elle, la présidente du groupe répond à Sibel Plichard et Patita Savia. La commission d'enquête porte sur différents sujets, la gestion économique et financière, la gestion de la vaccination, les effets secondaires, le fonctionnement des hôpitaux et des structures de santé. Donc, des attendus par rapport à la commission d'enquête pour éclairer ces familles qui sont toujours en attente de réponses, mais aussi faire un bilan afin de mieux se préparer à une éventuelle pandémie future. Et avant même la création de cette commission, sa présidence est déjà disputée par le Tapurahuil Atira et le parti de Nicole Sonker. Elle a été secrétaire adjointe avant de devenir titulaire. Avaiki Tewiyao a été choisie par les membres de Ati Aimua, spécialisée en droit du travail et ancienne employée de la Direction générale des ressources humaines du pays. Elle veut avant tout réconcilier les salariés avec le syndicalisme. Parmi les objectifs aussi, se battre pour obtenir un reste à vivre qui est la somme de ce qu'il reste dans la poche des ménages pour leurs dépenses quotidiennes après avoir payé leurs charges fixes. Elle nous en dit plus tout de suite avec Tewiyao Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Vous choisissez donc de défendre le reste à vivre, je le disais, qui est forcément amputé par l'inflation qui a atteint près de 8% au mois d'octobre. Est-ce qu'il est possible de soutenir l'un et censurer l'autre? Alors, il ne s'agit pas de défendre le reste à vivre, c'est de l'améliorer pour que les salariés puissent disposer d'un pouvoir d'achat convenable en cette période inflationniste et de crise sanitaire, économique. Et pourquoi le reste à vivre et pas plus le pouvoir d'achat? Alors, pourquoi le reste à vivre? Parce que c'est la réalité. Nous sommes, avec mon équipe, rapprochés des salariés et surtout, notamment de nos adhérents en difficulté. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal de foyers de familles polynésiennes qui ont du mal à joindre les fins de mois. Et cela reste votre principal argument dans vos négociations salariales? Alors, ça sera un de nos objectifs. Et je suis ravie de voir que, de par la voix de la délégation de Nouvelle-Calédonie, eux également se penchent sur cette notion de reste à vivre. Vous voulez dire qu'avec pas de pouvoir d'achat. Contre les territoires du Pacifique, les problématiques restent les mêmes? Oui. Donc, vous avez une feuille de route composée de 13 résolutions. Parmi elles, réconcilier les Polynésiens avec le syndicalisme. Cela veut dire qu'une désaffection s'est créée? Alors, les organisations syndicales, je pense que toute la population polynésienne peut le constater, sont en déclin. Et pourquoi, selon vous? Je pense que, en fait, ça peut s'expliquer par, au-delà du comportement de certains dirigeants syndicaux, il y a la montée de l'individualisme qui fait que un jeune salarié considère qu'il peut négocier, qu'il peut dialoguer avec son employeur sans avoir besoin forcément des prestations d'une organisation syndicale. Ce qui est possible d'ailleurs. Oui. Et donc, il nous appartient à nous de nous rapprocher en fait de ce type de salariés et de rendre l'organisation syndicale attractive. Et comment convaincre ces salariés? Alors, comment convaincre ces salariés? Nous nous sommes focalisés lors des 2 jours de congrès sur la catégorie des jeunes futurs embauchés. Et nous espérons que en rendant en fait l'organisation syndicale
plus attractive par ses services. On comprend très bien que ces jeunes, pour entrer sur le marché du travail, pour les accompagner au niveau de l'insertion professionnelle, ils ont besoin de quoi? D'un téléphone, d'un permis de conduire. Donc ça va être votre rôle demain, de les accompagner de cette manière-là? Oui. Est-ce que c'est parce que, par exemple, dans son discours, Jean-Marie Yantou a déclaré que le nombre d'adhérents est clairement mauvais. Pour Atia et moi, c'est plus de 2000 adhérents. Donc cet objectif de vouloir se réconcilier avec les salariés, c'est aussi pour grossir les chiffres de Atia et moi. Alors il faut savoir qu'Atia et moi, c'est comme la CFDT, nous sommes affiliés à la CFDT en métropole et nous revendiquons le fait que nous sommes une organisation d'adhérents avant tout et que la prise en charge de ces adhérents se fait uniquement si ils sont à jour de leur cotisation au niveau de la Confédération. Merci beaucoup, Avaiki Tewiyaou, d'avoir été avec nous ce soir. Donc, nous serons amenés à vous rencontrer dans les futures négociations salariales qui se déroulent actuellement. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. L'Académie tahitienne a 50 ans d'histoire qu'elle souhaite partager avec l'ensemble des Polynésiens. Alors, elle a ouvert ses portes pour célébrer son jubilé, une journée d'anniversaire rythmée par des chants et des oreros déclamés par les élèves sur le thème de l'héritage. Et c'est bien grâce aux académiciens qui ont réalisé durant 50 années un travail titanesque, notamment dans la préservation, la valorisation et la transmission de la langue polynésienne. On écoute Florienne Rupea, une des membres au micro de Heipua Tewira, Erwan Poturu. L'académie, elle a sa place dans la société et elle a un très gros rôle dans la vie du peuple maori. Et je sais que tout le monde a un regard sur. Nous avons notre place, non seulement dans la famille. Autrefois, la langue était très bien pratiquée. Aujourd'hui, c'est vrai. Heureusement, il y a l'académie qui est là. Voilà, c'est important les 50 ans. Aujourd'hui, on a rappelé les pères qui ont fondé cette académie. Et elle a une place honorable dans notre société. Sachez qu'à l'occasion de ce jubilé, les portraits des 20 membres fondateurs de l'institution sont visibles sur l'avenue Povan-A ou pas jusqu'au 4 décembre. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2 membres fondateurs, Flora Orima Devatine et Raymond Pietri. Elle est sans doute la meilleure journée pour faire des bonnes affaires, à condition évidemment que ce ne soit pas un tour de passe invisible pour les consommateurs. Le Black Friday, ce rendez-vous américain venu à nous au fil du temps, est devenu une opération commerciale importante au Fénois. Pour les commerçants de la capitale surtout, c'est une opportunité pour faire du chiffre. Ismaël Tahiata et Jacques Damo. Noël, c'est dans un mois et pourtant devant les caisses, c'est déjà la fête. Au royaume de l'outillage, le Black Friday fait effet. Ici, c'est moins 25% sur tout, absolument tout. Notre politique, c'est vraiment la remise sur tous les stocks. Et on fait en plus un point d'honneur à mettre même nos nouveaux arrivages dès qu'ils arrivent en magasin pour que les gens bénéficient des nouveautés avec la remise aussi. J'ai beaucoup de piscines qui sont arrivées, de tous les modèles, de toutes les tailles, à tous les budgets. Et ça vient juste d'arriver. Et c'est tout en magasin pour bénéficier de la remise, pour que les gens puissent se faire plaisir. De la petite piscine à la grande piscine, c'est 25% de remise. Les soldes ont gagné le grand papa été. L'occasion pour les clients de conclure de bonnes affaires. Je compare parce que, comme je viens de dire, c'est difficile. Donc, on essaie de voir là où c'est le moins cher et là où c'est intéressant aussi, bien sûr. C'est pas 50 Je sais pas, mais bon, en tous les cas, je sais qu'il y a tout ce qu'il faut ici. Les fruits et légumes participent aussi au Black Friday, sauf quand ils sont rares. Ce n'est pas le cas des ananas. Les clients sont très contents qu'on a baissé les prix, comme ça les profite à ramasser au moins 2 ou 3 paquets d'ananas, après ça les partage entre familles. Il y a des clients qui, au lieu de prendre un client, deux clients qui prennent au moins 2 ananas pour 500. Ici, le Black Friday a démarré plus tôt. Ce magasin de vêtements peut ainsi écouler son ancien stock. Les prix sont attractifs. Les clients, eux, n'en demandaient pas moins. On a plus de monde aujourd'hui. Peut-être parce qu'on les a mis à moins 30%. Bon, après, je comprends, hein, les gens ils cherchent plutôt là où c'est vraiment pas trop cher.
Lundi, ce sera le Cyber Monday avec le même esprit que le Black Friday. Son objectif, dynamiser les ventes en ligne. Et si vous comptez vous déplacer en ville demain, sachez qu'une partie du front de mer sera fermée à la circulation entre 15h et 19h pour permettre à la course à pied ATN Urban Run de se tenir. Ils ont eu droit à une cérémonie de choix des affectations au mérite. Ce sont 24 jeunes qui ont rejoint les rangs de la gendarmerie en tant que gendarmes adjoints volontaires. Un contrat signé à l'issue d'une formation de 13 semaines. Depuis 2020, 310 Polynésiens se sont engagés. La Coupe du monde de football, à présent, au terme d'une rencontre sans grand spectacle, le choc entre l'Angleterre et les États-Unis a accouché d'un nul sans but. Un match qualifié des plus ennuyeux de cette Coupe du monde par les médias spécialisés. Regardez plutôt ce résumé d'Eddie Golabkhan. À moins d'une incroyable surprise, le Qatar est d'ores et déjà éliminé de son mondial. Battu lors de leur deuxième match, 3-1 par le Sénégal, qui lui aussi avait absolument besoin d'une victoire pour se relancer dans la compétition. Les Bordeaux ont toutefois montré un bien plus séduisant visage face aux Lions de la Teranga, inscrivant même leur premier but de leur histoire en Coupe du Monde. Les Pays-Bas avaient besoin d'une victoire pour valider leur billet en huitième de finale. Ils devront attendre leur dernier match. La faute à une valeureuse équipe équatorienne. Menée dès la 6e minute, la Tri va dominer les débats, poussant les Oranges dans leur dernier retranchement. L'Équateur égalise à la 58e minute, mais aurait pu l'emporter avec un peu plus de réussite. Les deux équipes occupent pour le moment la tête de ce groupe A. Battu sèchement par l'Angleterre lors de leur premier match, l'Iran se relance complètement en s'imposant 2-0 face à de fantomatiques dragons gallois, réduits à 10 après l'expulsion de leur gardien à la 84e minute. Le Pays de Galles va s'incliner par 2 fois dans les arrêts de jeu. Les Anglais auraient pu assurer leur qualification à l'issue de ce deuxième match contre les États-Unis. Mais Team USA a vendu chèrement sa peau et a même posé d'énormes problèmes aux Free Lions. Les deux nations se quittent finalement dos à dos, match nul 0-0. Les 4 équipes de ce groupe B sont encore en course pour la qualification en huitième de finale. Et demain matin, l'équipe de France jouera son deuxième match du mondial face au Danemark. Ce sera à suivre sur la première dès 6h samedi. Le chapeau des Australes, revisité et modernisé à l'occasion du premier salon du chapeau à FAA. Ce savoir-faire traditionnel se voit un peu bousculé par la visite d'un modiste reconnu mondialement. Le créateur belge Elvis Pompilio est fasciné par le travail minutieux de nos artisanes, mais les invite à libérer encore davantage leur créativité. Une rencontre culturelle riche d'échanges racontés par Cybèle Plichard et Patita Savea. Ses créations sont connues dans le monde entier. Elvis Pompilio travaille pour les plus grands noms de la haute couture. Le chapeau est pour lui une œuvre d'art, mais aussi un objet du quotidien. Disponible et ouvert d'esprit, il partage ses techniques en toute simplicité. C'est parce qu'un chapeau, c'est une sculpture au départ. C'est ça, exactement. Et sur la sculpture, on moule la matière avec un fer à vapeur. J'aimerais bien quand même apprendre sa technique de travail parce que nous, ici en Polynésie, on a juste une petite base, mais avec son savoir-faire, il pourra partager ses techniques de travail. Ces pompons en écorce de puro viendront peut-être orner le chapeau d'une personnalité comme Madonna, Harrison Ford, Amélie Nothomb ou des membres de grandes familles royales. Le modiste est en quête permanente d'accessoires. J'achète toujours en avance des choses, des rubans, des pompons, des choses qui me permettront de ne pas trop bouger quand je suis en pleine création. Quelques-unes de ces créations sont exposées au premier salon du chapeau de Tahiti. L'occasion de bousculer les codes. La créatrice Vainui Barcinas accepte de troquer la traditionnelle forme de ses chapeaux pour une casquette plus moderne. C'est magnifique, non? C'est mieux que le gabarit. Il m'a prêté de ces moules pour que je puisse reproduire une reproduction de son œuvre qui est sur la table. Et je suis vraiment content parce que l'œuvre partira au musée des îles. Des échanges constructifs
le créateur belge encourage les artisans à signer leurs créations. Je pense que chaque pièce est unique, c'est comme une œuvre d'art, c'est comme un tableau. Les chapeaux qu'ils font, ils passent parfois 60 heures, 150 heures, parfois des semaines pour faire un chapeau. Et ils ne sont pas signés, on ne sait pas. Donc s'ils les signaient, je pense que ce serait avantageux, ce serait bien pour eux. Et puis en plus, si on les copie, c'est pas grave, ils font autre chose et ils en créent un autre. Et ça pousse plus à la création. On ne reste pas dans son petit confort. Et voilà le résultat. Plus qu'un chapeau, une rencontre culturelle. Un chapeau qui fait partie du défilé qui se déroule en ce moment même. C'est la fin de ce journal. Nous retiendrons cette information. Les violences faites aux femmes sont toujours un fléau en Polynésie. Les femmes représentent 87% des victimes de violences conjugales et près de 1000 victimes accueillies dans les brigades de gendarmerie le sont pour des faits de violences conjugales. Malgré ces chiffres alarmants, encore à ce jour, un seul centre, le foyer Puotehau, accueille ces femmes avec leurs enfants. Et ce soir, la première vous propose de suivre Boomerang, un téléfilm qui ouvre la réflexion autour des violences sexuelles au travail. Il sera suivi d'un débat. Et pour ceux qui l'ont manqué, vous pourrez revoir le match de foot du jour. Puis, un autre téléfilm lève le voile sur un sujet tabou, le viol conjugal. On se quitte en musique et en images. Voici les plus belles créations du Salon du Chapeau. Il ferme ses portes demain. À très belle nuit, bon week-end et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.